m'appelle Sylvie Wheeler, je suis artisane. J'ai commencé mon parcours professionnel en fait vraiment très tôt, puisque moi je voulais faire peintre. Mon père était peintre en décor, mon grand-père était peintre, mon arrière-grand-père était peintre. Bref, tout le monde était peintre. Et du coup, moi, à 7 ans, j'ai déjà dit que je voulais être peintresse, donc voilà. Et après, j'ai dû attendre les années 80 parce qu'il n'y avait pas d'école en fait où on acceptait les femmes. Et un jour, mon père, qui était compagnon, il avait un ami qui avait une école à La Rochelle et qui lui a dit bah, j'ai une deuxième femme qui me demande à faire la formation, donc si tu veux, tu peux envoyer ta fille, je les garde qu'une année. Et du coup, bah, de suite, après, j'ai passé un CAP de peintre en décor et de suite, j'ai travaillé à Paris. Voilà. Enfin, après, de toute façon, professionnellement parlant, j'ai jamais arrêté et ça a toujours été très fluide. Voilà. Donc moi, dès les années 80, je travaillais déjà et je me suis jamais trop arrêtée de travailler. Et j'ai fait tous les métiers de peintre. En 92, mon père est mort d'un cancer. Et dans son entreprise à lui, il y en avait sur 9, il y avait 6 personnes qui sont décédées de cancer. Donc des fumeurs, des non-fumeurs, des gens qui buvaient, d'autres qui ne buvaient pas. Enfin bref, c'était vraiment les produits qu'ils utilisaient, qu'ils ont commencé à utiliser dans les années 60. Hein. C'était pas très ancien en fait. Mais alors ils ont utilisé tous les trucs mauvais. Le plomb, l'amiante, tout ça. Parce que lui, il était peintre en décor, mais il avait une entreprise de peintre en bâtiment associée. Et donc, du coup, ils ont mis des produits pourris, quoi. Et j'ai décidé que j'arrêtais de travailler avec des produits qui étaient issus de la chimie. Et là, effectivement, j'ai commencé à m'intéresser plus bah, quelle était l'alternative, comment je pouvais remplacer tout ça. Donc j'avais vu des enduits de terre au Japon et je connaissais la chaux déjà. Et du coup, ben, j'ai demandé qu'est-ce que c'est? C'est de la terre. Ah bon, la terre. À ce moment-là, j'ai su qu'il existait le cratère. Mais en fait, je ne me suis pas formée, quoi. Je formais en même temps que je m'informais, c'était tout en même temps. Et après, c'est en voyageant, en rencontrant d'autres artisans en Algérie, en Inde, partout, au Japon, je me suis améliorée en apprenant des techniques d'autres artisans, mais toujours dans la terre. C'est ce qui me passionne et qui me porte. La composition des produits de peinture qui ne sont pas de la chimie, ce sont souvent des peintures à base de caséine, de cellulose et aussi évidemment d'argile, hein, mais ça il y en a même dans les peintures chimiques, il y a de l'argile, hein, c'est souvent ce qui fait la base. Et donc ça c'est pour les peintures, mais après pour les huiles, bah, c'est plein d'huiles différentes. Hein. L'huile de lin, on va dire que c'est la plus classique, huile de lin, essence de térébenthine, ça c'était les choses qu'on utilisait au début. Maintenant avec les coves, les composés volatiles, on utilise très peu d'essence. Donc on peut passer maintenant avec des produits à l'eau et donc souvent ce sont des colles, hein, des colles telles du méthyle de cellulose ou des choses comme ça, des colles de bois quoi. Et après par rapport aux enduits, des enduits à l'argile, ben, c'est juste une terre argileuse, c'est pas que de l'argile, hein, c'est pas de l'argile pure, c'est une terre argileuse et des sables fins qui sont dedans et de l'eau, et c'est tout. Donc après, on peut rajouter des fibres si on veut, on peut rajouter des micas pour faire briller, on peut rajouter des tas de trucs. Mais la base, c'est vraiment de l'argile et du sable. Puisque l'argile, on a des tas de couleurs d'argile, comme, je sais pas non. L'argile, il y a des tas de couleurs d'argile, ça va du blanc au noir, en passant par tous les rouges, les jaunes, les verts, et voilà, et après on peut les mélanger entre elles. Hein. Moi,
décorateurs me demandent des trucs très spécifiques, ou les architectes me demandent des trucs très spécifiques, et c'est pas compliqué de refaire des teintes. Après, on fait pas du fluo, ça c'est sûr. Ça régule l'hygrométrie, donc ça, on a une très bonne façon de réguler l'hygrométrie de l'air. Donc on a de l'humidité qui est stockée dans les argiles et qui ressort quand il en manque. Et quand il y en a de trop, par exemple dans une salle de bain ou dans une cuisine, ben, l'argile va absorber cette humidité pour la redistribuer après, plus tard quand il va en manquer. Alors ça c'est très bien, c'est une très grande qualité. Et puis aussi le côté inertie, ça amène beaucoup d'inertie. Après, les limites. On en a quand même, par exemple, on ne peut pas mettre ça dans l'espace qui vraiment reçoit l'eau. La douche, les murs de la douche, ils ne sont pas du tout faits avec de la terre. Il y a de l'air chaud obligatoirement, ou du carrelage ou quelque chose dessus, mais on ne peut pas le faire. Les sols, ça reste quand même que c'est un peu fragile, et d'ailleurs dans tous les pays où moi j'ai vu des sols, et j'en fais, hein, je sais les faire, mais les sols en terre, les endroits où il y en a, bah, c'était au Japon, parce qu'au Japon on marche pas avec des souliers à l'intérieur des maisons. Il y en a en Inde, la plupart des lieux en Inde on marche pieds nus. Et on en a aussi dans les pays du Maghreb, et c'est pareil parce qu'on ne marche pas pieds nus, enfin on marche pieds nus ou avec des babouches ou des choses qui n'ont pas des talons et tout ça. Enfin ici c'est un peu plus compliqué. Donc oui, les sols c'est pas ça, les plafonds c'est difficile à faire, enfin c'est difficile parce que ça fait mal au bras, mais bon après c'est faisable. Et après, ben, on peut en mettre dans toutes les pièces. Moi, j'ai vraiment. Les gens me disent: ah non, mais on peut pas en mettre dans la salle de bain. Et je dis: bah, si, pire que tout, c'est là qu'il faut en mettre, quoi. Dans la salle de bain, dans la cuisine, ça absorbe les mauvaises odeurs aussi. Et après, sur tous les supports, bon, sur du bois, on peut mettre aussi de l'argile, mais il va falloir faire des préparations. En fait, c'est plus sur la préparation, c'est comment arriver à faire qu'un support qui est, par exemple, trop lisse, comment on va faire, c'est l'interface entre le support trop lisse et un enduit, comment on va faire pour coller les deux. Et donc là, on a bah, des solutions très anciennes du style de mettre des roseaux. Ça, c'est, même ici dans le sud de la France, c'est très courant. Il y en a beaucoup, beaucoup aussi en Espagne, en Italie, tout ça. Dans tout le sud de l'Europe, c'était fait comme ça, tous les plafonds et tout. Donc le petit dattis de bois, donc ça c'est sur la partie patrimoniale, on va dire. Et puis sinon, on peut mettre aussi de la ficelle, ça c'est plutôt l'aspect asiatique, on va dire. Il couvre avec des ficelles du bois, et à ce moment-là, on a un très bon support d'enduit, ou avec du raffia, enfin bref, on a toutes sortes là. Et après, sur les supports aujourd'hui conventionnels, on va dire, les plaques de plâtre, les plaques de fermacelle, ou enfin bref, de gypse, du coup, voilà, sur tous ces supports-là, ben, on met des sous-couches d'accroche qui sont faites de silice et de peinture sur des bases de cellulose, de méthyle de cellulose. Et on a une surface qui va être du coup granuleuse, et là-dessus on peut mettre les enduits qu'on veut. Donc vraiment au niveau de support, on n'a pas de souci de support. Voilà, on n'a pas de souci avec ça. Et après, au niveau des finitions, c'est un peu pareil, quoi. On peut avoir avec un enduit de terre, on peut être dans quelque chose de très lisse et même jusqu'au brillant. Et puis des supports beaucoup plus rugueux, on peut y ajouter donc du coup des pailles de différentes tailles, des différentes couleurs, du tissu, du papier. Donc moi j'utilise beaucoup et le tissu et le papier. Ici, dans ce lieu, j'ai même utilisé toutes les vieilles couvertures qui étaient mitées, parce qu'il y avait des mites dans les couvertures en laine, et j'ai trempé les couvertures dans de l'argile, je les ai collées directement sur les murs, ça marche très bien. Donc voilà, on peut mettre de la ouate de cellulose, moi j'en ai utilisé beaucoup, puisque mon voisin est un des fabricants français de ouate de cellulose, et du coup j'ai même mis de la ouate de cellulose dans les enduits, voilà. Donc vraiment, on peut s'amuser à la fois en texture, à la fois en couleur, et à la fois, ça suffit, hein. Texture en couleur, c'est déjà énorme, et on peut avoir tout ce qu'on veut, quoi.
Aujourd'hui, dans les entreprises terres, il y a on va dire qu'il y a deux voies. Il y a des gens qui utilisent beaucoup les machines projetées, tout ça, et puis d'autres qui n'utilisent pas. Donc moi, je fais partie de la vieille garde qui n'utilise pas les machines, pas que c'est pas bien, hein, le résultat il est vraiment fantastique, on va plus vite et tout ça. Mais moi, humainement, je trouve que c'est très difficile. Ça, il y a beaucoup de bruit. Il faut contrôler les machines, savoir comment. Ça m'intéresse pas. C'est pas une partie du métier qui m'intéresse du tout. Donc moi, je travaille avec des outils très simples, hein, malaxeur et après des lisseuses. Après, j'ai beaucoup d'outils du Japon parce que voilà, parce que j'y vais souvent. Encore, je continue et que je connais pas mal d'artisans japonais. Donc j'utilise vraiment tous les outils japonais. Comme fourniture de terre, j'ai les gens que je connais qui construisent une maison, donc qui vont creuser la terre. À ce moment-là, je demande toujours à ce qu'il y ait un camion qui arrive dans ma cour. Donc il faut avoir quand même un lieu de stockage. J'ai juste au village en dessous, à 3 km, il y a deux carriers qui ont des bouts dont ils ne se servent pas. Enfin, maintenant, ils commencent à les garder d'ailleurs et à les vendre. Donc du coup, j'ai des limons aussi, ils appellent ça limon, mais c'est suffisamment argileux pour tenir pour des enduits. Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième, j'ai un marchand de matériaux écologiques qui vend des enduits tout prêts en big bag, donc en 1 mètre cube ou en 10 mètres cubes. Si je veux avoir 10 big bags, je peux. Voilà, donc j'ai vraiment toutes les possibles, les possibles pour le matériau terre, quoi. Voilà. Pour ce lieu, en fait, quand j'ai trouvé ce lieu, mon idée, c'était d'avoir un centre de formation sur place, pas trop grand, où je puisse accueillir des gens auxquels je donnerai des enseignements, hein, autour de la construction écologique et plus spécifiquement les peintures et les enduits, mais pas que. Il y a l'idée de faire intervenir d'autres personnes, c'est possible aussi. Et cette maison est très grande, donc du coup, j'avais aussi la possibilité de pouvoir loger éventuellement des stagiaires. Mais par rapport à aujourd'hui, et même au départ, ce qui m'a le plus intéressé, c'était de me dire que ce lieu pouvait changer. Il faut qu'il reste ouvert au changement. Je ne veux pas faire un truc rigide, donc du coup, ce lieu pourrait devenir un lieu pour habiter pour plusieurs familles, il peut devenir un restaurant, il peut devenir des tas de choses, tout est prévu pour. Il n'y a rien qui peut, je pense, empêcher ça. C'est vraiment la seule chose qui m'a animée au début, c'était d'une part de montrer qu'avec un lieu qui est vraiment typique maison de village de viticulteurs, je pouvais à la fois montrer qu'on pouvait récupérer tous les matériaux en place de la maison. Et donc oui, effectivement, j'ai utilisé des bouts de lit en noyer pour faire des portes, toutes les fenêtres qui ont été réutilisées pour faire des meubles. Et il m'en reste encore quelques-unes. J'ai encore un stock, hein, là. Et tous les pare-feuilles, bon, ils ont été réutilisés dans la maison. J'en donne même aux voisins de temps en temps. Et les tuiles et tout ça. L'idée de donner des formations, bon, au début c'était juste parce qu'il y avait besoin de gens pour donner des formations, et notamment même sur les enduits prêts à l'emploi. Donc du coup, comme j'étais connue dans mon travail, du coup on m'a demandé un mois de former. Donc au départ c'était vraiment former des professionnels dans des formations très courtes, où on fait passer un maçon, c'est vrai, un maçon qui sait faire des enduits à la chaux très facilement, comme moi, hein, de la même façon, on peut passer à faire des enduits à la terre. Donc voilà. Donc ça, c'était au début. Et surtout, c'était travailler avec des matériaux tout prêts. Donc effectivement, là, ça peut être très rapide de passer d'un métier à l'autre métier. Voilà. Aujourd'hui, c'est différent. Ce qui m'anime, en fait, c'est que déjà, moi, il va falloir que je m'arrête bientôt quand même de travailler.
Et il y a une énorme demande. Donc, il n'y a pas assez d'entreprises. On n'a pas assez d'entreprises. On n'a pas du tout assez d'entreprises. Il faut qu'on arrive à répondre à la demande. Si on a beaucoup d'architectes qui proposent de la terre, mais que de notre côté, on n'a pas d'entreprises qui peuvent le faire, ça ne marche pas. Et ce ne sont pas les particuliers qui ont appris à faire leur maison qui vont se mettre à faire des immeubles. Enfin, ça ne marche pas. Donc du coup, il faut vraiment, aujourd'hui, pour moi, mettre le paquet sur la formation pour qu'on puisse enfin avoir des entreprises correctes qui peuvent répondre à des appels d'offres sur la terre crue. C'est pour ça que le côté machine et tout ça est aussi très très intéressant, hein, et qu'il ne faut surtout pas laisser tomber cette partie-là. Mais on peut avoir tout qui fonctionne en même temps. L'image de l'artisanat, elle est à redorer. On a vraiment mis l'artisanat très mal. Je ne sais pas qui, je dis on parce que je ne sais même pas comment c'est possible. D'être arrivé, enfin moi dans ma famille, ils étaient fiers, en se disant mon père était fier, mon grand-père était fier, et entre mon père et moi, on n'a quand même pas beaucoup de différence d'âge, mais là c'était la catastrophe quoi. Un gamin, enfin moi je vais souvent parler dans des lycées professionnels ou dans des centres d'apprentissage. Les gamins, ils sont punis. Ils sont là parce qu'ils sont punis. Donc, pour arriver à faire qu'ils soient plus heureux de faire ce métier-là, effectivement, le fait de faire des belles choses avec des produits sains, qui abîment pas, enfin voilà, moi c'est ce qui m'anime. Hein. Je montre beaucoup d'images de ah regardez comment c'est beau. Et puis de toute façon, j'ai même pas à dire regardez comment c'est beau. C'est beau. Et quelqu'un qui a un apprentissage et qui est en train d'apprendre à monter des parpaings, c'est pas très valorisant pour lui. Lui dire, tu vois, tu sais monter des parpaings, moi je te donne une brique de terre crue, tu fais un enduit dessus et tu vas avoir quelque chose de fabuleux. C'est quand même autre chose quoi, au niveau de la valorisation de qui on est. Le rapport à l'artisanat, il redevient beau maintenant avec l'écologie, en fait. Et en même temps, quand on est passé dans l'écologie, on est passé aussi beaucoup plus dans le féminin. Moi, quand j'ai commencé, donc, je dirais tout début des années 2000, je donnais des formations. C'était vraiment, il n'y avait que des hommes qui venaient se former. Que des hommes. Et maintenant, c'est presque du 100% féminin. C'est pas du 100%, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Donc je pense que, voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est ça. La tendance, elle est à l'écologie. Enfin, le fait d'arriver dans l'écologie, du coup, on redonne vraiment de la valeur à l'artisanat. Je crois que l'industriel a fait beaucoup de mal à l'artisanat. Ça aurait pu ne pas être le cas, mais ça a été le cas. Parce que, évidemment, il y a des très belles choses, des réalisations en béton qui sont juste magnifiques. Mais il y en a peu par rapport à tout ce qui a été fait très moche, quoi. Aujourd'hui, la relation entre l'artisan, l'architecte, le bureau d'études, etc., tous les acteurs en fait autour de l'artisan qui va travailler, c'est exactement la même chose. Si on apprend à travailler ensemble, si on apprend à communiquer ensemble, si on a un respect mutuel, ça se passe très bien. Et donc je pense que c'est vraiment une histoire de communication. Comment on arrive aujourd'hui à communiquer entre un architecte. Il y a plus cette stature, enfin j'espère, il faut de toute façon, c'est sûr, l'enlever. Le côté, l'artisan, c'est celui qui ne sait pas, qui exécute, et c'est tout. Non, en fait, je crois que tous ces métiers-là, il faut qu'ils continuent à être très liés, qu'on puisse parler tous ensemble, très simplement, et qu'on discute, quoi. Tout simplement, qu'on discute. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes architectes qui se mettent à être artisans. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit à 100% ce qu'il faut.
Je suis sûre à 100% par contre qu'il faut que dans les écoles d'architecture et que les architectes apprennent à faire avec leurs mains. Parce que là, ils vont comprendre le matériau, que ce soit la terre, tous les matériaux, ça marche pour tous les matériaux. S'ils comprennent le matériau, ils ne vont pas demander des choses qui sont impossibles à réaliser. Ou qui vont demander une telle technique que ça va devenir des prix hallucinants. Moi, je pense que tout ça, c'est en ce moment, ça bouge et que voilà. Après, le fait que des gens changent de métier, ça c'est très bien. Je pense juste qu'il ne faut pas croire qu'un métier artisanal, c'est un métier facile et qu'on peut apprendre ça en 2 semaines ou en 3 semaines. Ou, voilà. Moi, je crois que le très bon artisan, il commence tôt et il finira quand il finira. Mais c'est vraiment c'est un vrai travail, quoi. C'est un vrai travail. Donc c'est un vrai travail qu'il faut apprendre. Il faut apprendre depuis le début jusqu'à la fin. Et puis, et moi, je continue à me former. Hein. Je veux dire, je ne suis pas du tout. Je crois qu'il faut continuer tout le temps à apprendre pour déjà rien que pour enseigner à d'autres. Hein. Pour moi, en enseignant, j'apprends. Et en apprenant plus, j'enseigne mieux. Enfin, tout ça, c'est lié. Et je pense que c'est pareil pour tous les corps de métier. Pour le futur, ce que j'espère vraiment, c'est qu'il y ait de la place pour tous et toutes, que ça soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus évident de travailler tous ensemble, et voilà, qu'on évite au maximum de mettre des produits nocifs pour la santé, pour la planète. Et que donc, du coup, il faut que tout le monde se mette à en faire et à y penser et à réfléchir. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que j'espère. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Enfin, du moins, il faut croire que ça va se passer bien comme ça.